Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du secteur lucratif pour vous parler de l'avenant 33. Donc l'avenant 33, on va se redire tranquillement les choses. C'est un accord majeur que la CFDT a signé au niveau national. Et puis là, on est dans la phase d'application, ou du moins de présentation, et on vous prépare tous autant que vous êtes pour bien s'approprier cet accord et pouvoir bien l'appliquer, puisqu'on va voir qu'on a pas mal de pain sur la planche. C'est vrai que c'est une des choses qui ressort de notre premier webinaire que vous avez été très nombreux à suivre et à revoir en replay. Voilà, ça c'est parfait, l'exercice il est fait pour ça. On a senti une certaine petite inquiétude à travers vos commentaires ou vos retours en disant mais waouh, on a beaucoup de travail sur cette application et sous-entendu pour finalement reconstruire le système de rémunération à partir, on va le voir, de ce qui est maintenant établi au niveau de la convention collective et puis bien sûr avec tout ce qui est en local, soit qu'il faut renégocier, soit qu'il faut négocier. Voilà. Donc cette petite inquiétude pour nous, elle est plutôt positive, c'est-à-dire vous avez senti que tout n'est pas fait, que vous avez un rôle à jouer en local, dans les groupes, dans les cliniques. Alors on va reparler de tout ça, puisque aujourd'hui on va continuer de bien vous expliquer, et puis évidemment, mais on vous en parlera aussi en détail, on va vous accompagner, on va venir vous voir, et puis on sera disponible tout le temps qu'il faudra de cette application pour que les objectifs soient atteints. Voilà, je suis avec Fabien et Anne, qui vont se présenter très rapidement parce qu'on commence à bien se connaître. Fabien. Oui, bonjour. Bienvenue à tous sur ce webinaire 2. Comme disait Norbert, on était très ravis du taux de participation au premier webinaire qui était consacré, on va en reparler tout à l'heure, surtout à la structuration. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le détail des éléments complémentaires de rémunération. Donc Fabien Allais, secrétaire fédéral CFDT Santé Sociaux donc à la Fédération, en charge des groupes lucratifs notamment et des négociations de branches. Et puis Anne. Oui, Anne Lambrun. Donc, je suis négociatrice nationale. Je fais partie de l'équipe qui a négocié avec Fabien l'avenant 33. Voilà. Alors, on va refaire un tout petit retour sur le webinaire 1, pas sur le contenu, mais pour resituer ce qu'on a déjà vu ensemble. Ceux qui n'ont pas vu le webinaire, vous irez le voir en replay, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on va se concentrer sur les ECR, éléments complémentaires de rémunération. Donc on vous les a présentés la dernière fois, mais là on va vraiment, avec Anne en particulier, rentrer dans le détail. Et puis, bien sûr, on va répondre à vos questions. Alors, sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, soit sur le site tout public, soit sur la plateforme Vimeo. Si vous êtes sur Facebook, normalement, vous avez dû être renvoyé sur un de ces deux liens. Vous avez la possibilité de poser des questions. Et puis, ces questions, on pourra vous les afficher à l'écran pour que Anne et Fabien y répondent. Donc, n'hésitez pas à utiliser le jeu de questions-réponses. Et puis, de toute façon, comme on le fera tout le temps, les questions auxquelles on n'aura pas répondu, parce qu'on ne va pas on va essayer de se maintenir à 1 heure, 1 heure et demie maximum de webinaire, on y répondra après coup. Je crois que c'est Fabien qui va ouvrir. Je te mets à l'image et puis on va lancer la présentation. Voilà, Fabien. Plus les webinaires avancent, Norbert, et plus ils sont complexes, etc. Et peut-être rebondir dès le début, puisqu'on revient un petit peu sur le webinaire 1. Effectivement, cette séance de webinaire s'accompagne de mesures de déploiement, puisque le 15 mars dernier ont été signés donc, cette avenant 33. Donc derrière ça, on s'est engagé évidemment à vous accompagner via les webinaires, via une tournée fédérale qu'on parlera tout à l'heure, où la première date a commencé en Bretagne le 4 mai dernier. Nous allons continuer cette tournée fédérale à travers toutes les régions de France. Norbert en reviendra dessus avec des informations complémentaires et un tract avec toutes les dates. Et puis effectivement, l'histoire c'est quoi? C'est revenir sur le fonctionnement de cette branche, l'importance du développement de la CFDT, puisqu'on l'a vu en très peu de temps, on a augmenté les adhésions force des propositions CFDT. Les grands principes, on va revenir très rapidement dessus, et puis cette nouvelle architecture de classification. Donc ça, c'était vraiment la structuration du premier webinaire.
On va balayer rapidement en quelques slides, Norbert, cette présentation pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Voilà, juste pour vous montrer, vous dire qu'on retrouve ces webinaires sur la même page où vous avez dû venir d'ailleurs pour voir celui d'aujourd'hui. Donc une page du site tout public. On le retrouve via le groupe lucratif que certains de vous doivent bien connaître aussi. Groupe Facebook sur lequel on vous invite à vous abonner parce que c'est là où c'est un de nos moyens de communication avec vous, assez interactif, c'est le principe des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le rejoindre ou à le suivre et à le commenter. Et puis, on disait, voilà, vous allez voir qu'on est plutôt bien référencé. Si vous tapez webinaire Avenant 33, vous tombez directement sur la page du site tout public ou le lien Vimeo. Donc, très facile de retrouver tous ces replays. Voilà. Fabien? Oui, à nous. Donc, rapidement, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le premier webinaire, on en avait parlé de la structuration de rémunération. Donc qu'on appelle entre nous RAC, revenu annuel conventionnel, qui comprenait donc le Herman, on revient rapidement, le Herman c'est le niveau de rémunération annuelle par niveau, puisque les emplois étaient classés sur 17 niveaux avec des emplois rattachés. Donc tout ça est disponible dans l'accord de l'Avenant 33, que ce soit sur l'extranet, sur le Facebook, etc. ou sur le site tout public. Viennent se rattacher à ce Herman de niveau des ECR, donc on appelle éléments complémentaires de rémunération, sur l'expérience métier, ce qui est tout nouveau dans cette branche, ce qui n'existait pas avant. Un élément complémentaire qui va être l'ancienneté d'établissement, un élément complémentaire qu'on va appeler compétences, un élément complémentaire d'activité. Et puis, on va parler forcément des suggestions que vous connaissez, suggestions de dimanche, jour férié, nuit astreinte. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, l'idée là, c'est qu'on ne va pas vous refaire le webinaire 1, mais bien avancer sur ces différents ECR. Et il y a plein de questions, comme tu dis Norbert, beaucoup d'inquiétudes aussi, mais qui est plutôt positive, puisqu'on regarde chacun comment on peut se l'approprier. Et donc, on va rentrer dans le détail de chaque ECR. Voilà, donc on va peut-être se redire la définition et les principes. Fabien ou Anne, je ne sais pas, comment vous êtes répartis la parole sur la définition. On va les voir tous en détail, les ECR, mais sur la définition générale, peut-être pourquoi vous avez pensé à ce type de… Fabien? Oui, alors… Ce qui était important quand même, c'était on avait un système qui datait depuis très longtemps de rémunération qui ne valorisait plus les métiers, les responsabilités dans les établissements, etc. Et l'ensemble des dispositifs était mis à coup de prime, responsabilité planning, prime faisant fonction bloc opératoire. Le système était tellement archaïque qu'on avait plus de 62 coefficients infra-SMIC et il n'était ni attractif ni évolutif pour les salariés. Donc l'idée c'était quoi? C'était d'avoir un socle de salaire de base, donc le Herman par niveau, auquel on va venir rajouter des pourcentages sur les éléments complémentaires de rémunération. Rapidement, je suis en négociation annuelle obligatoire, je décide de valoriser tel ou tel métier sur mon revenu minimum annuel, le Herman. Je vais venir percuter et mon salaire de base et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération. Donc c'est un système évolutif, attractif, qui n'a pas vu le jour encore dans beaucoup de branches. Et donc du coup, c'était indispensable pour nous qu'on y aille et qu'on puisse un peu être demain à l'aune en 2023. Le système avait 20 ans, il n'avait pas bougé et beaucoup de métiers s'étaient rattachés depuis. Donc le but, valoriser l'expérience professionnelle, on l'a dit, l'ancienneté établissement ou groupe. Pourquoi au groupe? Puisque on le sait aujourd'hui que les établissements privés indépendants se comptent sur les doigts d'une main. La compétence, la technicité, tout ce qui est expertise que les salariés ont dans leur service pour l'ensemble des rémunérations. Donc les 4 ECR, on va les répéter plusieurs fois aujourd'hui: activité, compétence, ancienneté dans l'établissement ou le groupe, et le nouveau, l'expérience métier. Ces ECR peuvent être permanents ou temporaires. Si je fais une mission temporaire de quelques mois, on verra tout à l'heure comment on peut la valoriser. Très bien, alors pour rentrer dans les détails, on va donner la parole à Anne et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en tout cas sur l'ECR expérience métier. Tout à fait. Donc en fait, il était important pour la CFDT de valoriser cette expérience parce que dans le système d'aujourd'hui,
L'ancienneté, elle est, enfin, donc l'expérience pour aujourd'hui, nous, c'est l'ancienneté d'hier. Et en fait, cette ancienneté, elle n'était pas valorisée à proprement dit. En fait, c'était, comme vous avez pu le constater, le coefficient qu'on augmente tous les ans. Mais pour le coup, nous, on voulait vraiment que cette ECR expérience corresponde à l'expérience acquise dans un même métier, quel que soit le lieu, quelles que soient les modalités d'exercice et surtout portable. Alors, effectivement, c'est sur justificatif, certificat de travail, mais comme aujourd'hui, en fait, quand il y a une reprise d'ancienneté. Elle va jusqu'à 35 ans, on s'est battu. La CFDT s'est battue parce que les employeurs auraient bien souhaité que ça aille que jusqu'à 15 ans, mais nous, on estime que l'expérience acquise, elle est tout au long de la carrière, tout au long de la vie d'un professionnel. Elle est rémunérée en pourcentage du Hermann de l'emploi occupé et elle est différente selon les catégories socio-professionnelles, mais évolutive. Et elle est différente selon les catégories socio-professionnelles, mais comme le système d'aujourd'hui. Parce que vous faites le calcul, l'ASH, son expérience sera moins valorisée qu'une aide-soignante et qu'une infirmière. Donc, en fait, on va reprendre l'article 44 de la Convention collective pour bien comprendre ce que c'est aujourd'hui l'expérience métier. Donc, elle est valorisée à l'embauche, comme je vous le disais, sur justificatif et est concomitante, je vais y arriver, avec l'ancienneté qu'on verra après. Et pour le coup, elle se dégage en 3 grilles de rémunération qu'on va voir tout de suite à l'écran. Donc, 3 grilles de rémunération en fonction de l'emploi occupé. On a tous les non-paramédicaux, on a les paramédicaux qui vont jusqu'à l'aide-soignante et après, on a les paramédicaux avec les infirmières, les sages-femmes et puis tous ceux qui sont dans la liste au-dessus de l'infirmière. Donc, comme je le disais, les organisations patronales ont fait le choix de valoriser les métiers du sanitaire social et du médico-social en tension et ainsi contribuer à une meilleure attractivité du secteur. Si jamais un changement d'emploi devait s'effectuer, un reclassement, une obtention de diplôme, une spécialisation, la valorisation de l'expérience professionnelle sera recalculée sur le Hermann du nouvel emploi et donc viendra se substituer à la valorisation précédente de l'expérience professionnelle. Sachez que cet ECR est un ECR permanent, c'est-à-dire que vous arrivez dans le secteur d'activité, notre branche, l'ancienneté est reprise à 100%, quelle que soit l'expérience, est reprise à 100%, quelle que soit la venue de votre secteur d'activité. Vous étiez comptable dans le BTP, aujourd'hui vous arrivez dans la branche, votre ancienneté, elle est reprise à 100%, votre expérience est reprise à 100% en fonction des justificatifs que vous allez fournir. Ce qui change, on l'a dit, reprise à 100% et quoi qu'on vienne du secteur d'activité. Très bien. Oui, peut-être, en tout cas, l'exprime très bien, mais ce qui était important pour la CFDT, c'était d'avoir ces systèmes cumulatifs. Hein. Anne parlait de l'ancienneté, elle va en parler après. Aujourd'hui, on n'avait que l'ancienneté. Ce qui était quand même important pour nous, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, un salarié ne va pas faire toute sa vie, ou très peu, dans la même boîte, dans la même clinique, dans le même établissement, ou va changer de secteur d'activité. Donc, il fallait rendre ce côté attractif. Et donc, on a trouvé un système cumulatif. Alors, je peux vous dire que l'expérience métier, pour la mettre en place dans la branche et que ça soit validé par les organisations patronales, il a fallu quand même ramener quelques semaines pour valoriser et montrer que voilà, c'était important et c'était un atout supplémentaire pour attirer les professionnels des autres secteurs. Donc, aujourd'hui, une secrétaire effectivement du BTP qui vient dans notre branche sera repris, son expérience métier sera repris à 100%. Et ça, valorisé jusqu'à 35 ans. Donc, il y avait quelques questions qu'on a vu diffuser, mais l'ancienneté par rapport à avant, c'est un peu moins. Sauf que ECR expérience métier, on verra tout à l'heure, l'ancienneté, tout est cumulatif.
Donc c'est un plus pour tout le monde. Et si je décide demain de quitter le groupe Ramsay pour aller travailler chez Corian parce que mon mari est muté, etc., je vais conserver mon expérience métier tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière. Et ça, c'était pour nous quelque chose quand même de discriminatoire puisqu'on repartait et puis on était repris à un pourcentage en fonction du métier ou, bon an mal an, en fonction de la personne qu'on avait en face de nous. Donc aujourd'hui, c'est cadré et tous ces ECR, vous allez pouvoir les augmenter, les modifier, les valoriser en plus dans l'ensemble de vos établissements puisqu'on rappelle, on négocie nous le socle conventionnel. Après, il y a toute la politique salariale des entreprises et des groupes qui sera à négocier en fonction de vos directions et en fonction de la demande des salariés au niveau de la CFDT. Fabien, est-ce qu'on peut dire, merci pour ta précision, est-ce qu'on peut dire que la CFDT s'est aussi battue pour que tout le monde ait cet ECR-là? Puisque, comme l'a dit Anne tout à l'heure, les chambres patronales étaient plutôt pour se concentrer sur les métiers en tension, les métiers, on va dire, cœur de cible, sachant qu'on sait à la CFDT, on y tient, tout le monde fait marcher les établissements. Donc là, effectivement, il y a une différence que Anne nous a expliquée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait d'avoir mis cet ECR pour tout le monde, Fabien? Alors, il faut se dire aussi quand on réussit pas. Le souhait du départ de la CFDT, c'était qu'effectivement ces trois grilles différentes disparaissent pour qu'on ait la même chose pour tout le monde. Il y a eu un blocage complet des chambres patronales. Effectivement, ils voulaient garder ce niveau non paramédical jusqu'au niveau 7 et infirmier pour les métiers en tension. Donc, on n'a pas réussi à fusionner ces trois grilles. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est un ECR expérience métier pour l'ensemble des salariés. Qu'on soit plombier, électricien jusqu'à directeur des soins, tout le monde va en bénéficier. Et surtout, ce qu'on ne souhaitait plus nous, c'est que vous soyez, et je le dis avec un mot sympathique pour les employeurs qui nous regardent aujourd'hui, je leur dis d'ailleurs bonjour, mais avoir un boulet au pied, c'est-à-dire que j'étais obligé de rester dans mon établissement, dans mon EHPAD, parce que si je partais quelque part d'autre, c'était peut-être plus valorisé ou repris à 100%. Donc c'était un gros acquis de la CFDT. Je pense qu'on était les seuls à se battre autour de la table des négociations pour cette ECR expérience. Il a fallu l'expliquer aux autres organisations syndicales qui ne comprenaient pas l'intérêt. Mais aujourd'hui, ça donne quand même une liberté aux salariés. Et toutes les études, en tout cas qu'on a en notre possession à la CFDT, montrent que les salariés ne souhaitent plus, les jeunes générations, faire toute leur carrière dans la même entreprise. À côté de ça, une ligne rouge, c'est de ne pas oublier tous les salariés qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans dans la maison, qui sont là depuis des années et qui n'auraient pas pu bénéficier de cet ECR. Donc c'était un équilibre à trouver, on a été jusqu'au bout et donc maintenant qu'il est acceptable et signable de cette expérience métier, il va falloir encore le valoriser dans vos NAO, on y reviendra sur le troisième webinaire et tout est à augmenter dans vos entreprises évidemment. On va donner la parole à Anne pour aller voir des exemples maintenant, parce qu'on on reviendra s'il y a des questions. Donc Anne, peut-être, on est toujours sur l'expérience ECR, expérience métier. Voilà des simulations qu'on va retrouver. Il y a 4 simulations qu'on va retrouver tout au long du webinaire. Est-ce que tu peux nous présenter ces 4-là est-ce que ça implique pour l'ECR? On a souhaité vous mettre des exemples pour vraiment concrétiser ces calculs qui sont un petit peu complexes, mais vous verrez pas tant que ça finalement. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les ECR, on va reprendre les mêmes exemples qu'on va cumuler et comme ça, à la fin du webinaire, on aura vraiment une situation concrète. Donc, on débute avec l'ASH qui a 30 ans d'expérience. Aujourd'hui, la grille s'arrête. Il n'y a plus de… Et puis, de toute façon, au point conventionnel, aujourd'hui, l'ASH fait toute sa carrière au SMIC. Donc là, on part avec 30 ans d'expérience, donc on est à un coefficient de 7,5% sur le Herman de l'ASH qui est à 23 500, ce qui fait une augmentation brute par mois de quasiment 147 €. Après, il y a l'aide-soignante diplômée. Donc pareil, coefficient de 5% avec son Herman à 24%, 12 ans d'expérience qui lui fait à peu près une centaine d'euros bruts par mois en plus. L'infirmière, 5 ans avec 5% sur un Herman de 30 000, elle aura 125 € en plus par mois. Et la sage-femme, 7 ans d'expérience avec 5% de 3 600 pour le Herman, elle sera quasiment à 140 € par mois.
tout en sachant que, voilà, il y a eu beaucoup de questions sur le Herman, sur le minimum de base dans les fils de discussion après le webinaire 1. Quand on parle de minimum de base, c'est le Herman avec expérience 0 et ancienneté 0. Donc, il faut toujours se dire, ah, moi je ne suis pas débutante dans mon emploi, il faut que je mette en plus l'expérience, en plus l'ancienneté. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire des cas concrets, un petit peu des exemples, pour bien que vous visualisiez ce que ça va représenter à la fin du mois. Et on parle toujours en brut. Oui, voilà, c'était une question qui a été débattue dans le fil de discussion, brut ou net, avec une réponse, je ne sais plus de qui, mais qui était très précise. Dans le petit fil de discussion autour du webinaire sur Facebook. Donc on va effectivement retrouver ces 4 exemples au fur et à mesure du webinaire. On a imaginé des situations, donc vous pouvez évidemment extrapoler, hein, vous avez vu entre les grilles et les explications qu'on vous a données. Donc on va redonner la parole à Anne pour aller visiter cette fois-ci le CR ancienneté. Le CR ancienneté. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on appelle nous l'ancienneté avec l'article 44 dont je vous expliquais qui correspond à l'ESR expérience. Aujourd'hui, l'ancienneté, elle est dite établissement et ou groupe, donc elle correspond au temps passé dans l'entreprise ou le groupe par rapport au contrat de travail qui a été signé. Elle est forcément de 0 lors du recrutement et elle va jusqu'à 40 ans. Et la chose sur laquelle on a réussi pour le coup à avoir une rémunération identique, c'est sur l'ancienneté. Parce qu'on s'est dit que quel que soit l'emploi occupé, l'ancienneté établissement, elle était la même pour les gens. Donc il était normal qu'elle soit rémunérée en pourcentage de la même façon. Donc rémunérée en pourcentage du Herman, bien sûr, de l'emploi occupé. Et elle est évolutive jusqu'à 40 ans. Comme le CR expérience, c'est un ECR qui est dit permanent, donc il est cumulé avec l'expérience et il faut toujours le rajouter au Herman en fonction de sa propre situation professionnelle. Donc Fabien, tu vas nous préciser peut-être quelque chose et puis ensuite tu prendras la parole sur les établissements thermaux. Oui, juste pour revenir un peu sur les débats, effectivement, dans les fils de discussion, on voyait que l'ancienneté par rapport à aujourd'hui était pour certains un peu plus basse. Mais effectivement, comme le disait Anne, il faut rajouter maintenant le CR expérience, le CR ancienneté, faire le cumulatif. Pourquoi 40 ans ? 40 ans, c'est quelque chose qui nous a été opposé par beaucoup de monde en nous disant les salariés ne font plus 40 ans, même de certaines autres organisations syndicales. Nous, on veut se consacrer sur les 15 ans. On a toujours une ligne rouge à la CFDC, c'est d'oublier personne. On avait en tête ces salariés qui sont là depuis très longtemps, qui font le travail, qui apprennent aux nouveaux arrivants, qui sont en perpétuelle formation, où il manque du monde tout le temps, qui font un week-end sur 2 et à qui on ne parlait jamais. Donc, d'aller jusqu'à 40 ans, c'était une volonté forte de la CFDT qu'on a obtenue. Et c'était pour aussi que ça soit valorisé. Ça veut dire que valoriser, vous voyez, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, etc. 10%, on aurait toujours aimé plus et j'espère que vous pourrez avoir plus dans vos établissements. Mais le cumulatif fait qu'on restera forcément au-dessus de ce qu'il y a aujourd'hui. Vous ne pourrez pas jamais perdre en salaire. Ça, c'est une question qu'on reviendra tout à l'heure. Mais la perte de salaire n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous avez un salaire, on ne peut pas vous dire demain, on le diminue parce que l'avenant 33 arrive. Mais on répondra, parce que je crois qu'il y avait quelques questions là-dessus. Et la base, c'était aussi d'aller parler à ces salariés qui ont 40 ans d'entreprise. Ces salariés qui sont tous les jours dans les entreprises en disant « mais souvent vous nous oubliez, on parle des métiers en tension, on parle des nouveaux, ils ont des primes d'installation et moi ça fait 40 ans que je suis là et personne ne nous parle ». Donc à travers l'OC expérience, à travers l'OC ancienneté, je pense qu'il y a une belle valorisation et une belle obtention de la CFDT. Alors, Fabien, pour le thermalisme, ouais. On va regarder sur la partie spécifique du thermalisme à propos de l'ancienneté. Alors, les mêmes rémunérations que pour le secteur sanitaire et médico-social, donc ça c'est quand même un grand acquis puisque pour mémoire, hein, le thermalisme ne bénéficie pas des mesures Ségur, donc le gap à monter pour le thermalisme était encore un peu haut et effectivement on est en plein accord de fusion en ce moment qui sera signé en mars 2024 pour qu'il rejoigne l'ensemble de la branche.
Par contre, ce qui a été obtenu, c'est quand même les 40 ans comme pour le médico-social ou le sanitaire, et puis une adaptation effectivement, puisqu'il y a énormément de saisonniers dans les établissements thermaux, et il fallait en tenir compte pour les CDI qui sont là tout au long de l'année. Donc on est sur la même grille d'ancienneté que le médico-social ou que le sanitaire. Ça a été long, ça a été compliqué à faire entendre à tout le monde. La base, on la rappelle du webinaire 1, c'est une seule convention collective unique pour tout le monde. Et nous, on est persuadés d'une chose, c'est qu'en mettant d'abord les classifications, demain la prévoyance, après-demain le dialogue social, on n'aura plus qu'une seule branche, qu'une seule convention collective, la FHP le sanitaire, le CINERPA le médico-social et le thermalisme avec les centres thermaux qui seront avec nous, qui fait à peu près 300-350 000 salariés. Voilà, merci Fabien. Donc, on garde un œil sur vos questions, vous en avez déjà posé certaines. On va terminer, je vous propose la partie sur les ECR et puis on viendra répondre assez spécifiquement avec Anne et Fabien sur toutes ces questions-là. On va aller sur, cette fois-ci, les exemples en cumulant l'exemple ECR expérience qu'on a vu et en rajoutant l'ancienneté. Anne, on t'écoute. Donc, on a repris donc la SH qui a 11 ans d'ancienneté, pardon, excusez-moi, je perds mes mots, avec un coefficient à 3,5%, toujours du Herman à 23 500, qui fait quasiment 70 € par mois. Mais de là, on a rajouté l'expérience de 30 ans. Donc, une expérience de 30 ans plus une ancienneté de 11 ans, ça nous fait un total de quasiment 215 € par mois. Ouais. Donc là, on voit, hein, on a repris la situation et on rajoute les deux ECR. Qui sont cumulés. Avec évidemment, on le comprend, hein, puisque c'est un pourcentage, quand le Herman va augmenter, le ECR augmente avec. Voilà. Donc Anne, deuxième exemple. Donc l'aide-soignante qui a ses 4 ans d'ancienneté, donc elle touchera 1,5% de son Herman, soit quasiment 31 € par mois, ce qui lui fait de cumuler avec ses 12 ans d'ancienneté, elle aura par mois 133,80 €, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça, bravo Anne, on n'a pas mis sur la diapo l'addition, mais de tête, impeccable. Alors troisième situation, notre infirmière. L'infirmière qui a 4 ans d'ancienneté dans son établissement, elle touchera 37,50 € par mois, ce qui lui fait cumuler avec ses 5 ans d'expérience, au total 162,50 € par mois. Voilà, et on termine par le quatrième exemple. La sage-femme. Une sage-femme qui a 5 ans d'ancienneté. Voilà, elle touchera 56 € par mois, auxquels viendront s'ajouter ses 7 ans d'expérience, soit 196 € par mois, en plus de son Herman. On va voir si je suis. On rappelle qu'une sage-femme qui a plus d'expérience que d'ancienneté, c'est simplement parce qu'elle a exercé ailleurs avant d'arriver dans cette clinique. J'ai bon, Anne? Tout à fait. Bon. Très bien. Voilà pour l'ECR ancienneté. Donc je vous dis, hein, on guette vos réactions sur les questions-réponses en dessous du webinaire et puis on les réutilisera pour refaire une synthèse. On continue, Anne, avec le CR compétences. Tout à fait. En fait, la finalité des ECR, c'est de permettre la revalorisation financière dans la progression de l'emploi. Donc, permettant aux salariés de bénéficier d'une rémunération supplémentaire. Et pour nous, il était évident qu'il n'y allait pas avoir que l'expérience et que l'ancienneté. Et donc, comme le disait Fabien, on a rajouté des ECR dits compétences et des ECR dits activités. Donc, les ECR compétences, ils visent à valoriser la progression réelle et effective et ou la pratique effective plus avancée par rapport à la fiche de poste initiale. Donc, cette reconnaissance d'ECR est soumise à certaines conditions, comme l'accomplissement d'actes d'un niveau de technicité supérieure acquise à la suite d'une formation complémentaire spécialisée, mise en œuvre dans le cadre du poste occupé et à la demande de l'employeur, et ou une mission-responsabilité complémentaire avec ou sans formation complémentaire mise en œuvre dans le cadre du poste occupé à la demande de l'employeur qui permettent des exemples, comme par exemple une plus grande autonomie ou un relationnel accru. C'est exactement les termes qui sont dans l'accord. Donc si vous voulez les retrouver, vous allez voir dans l'avenant 33,
vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que nous avons par exemple un diplôme universitaire d'hygiène qui va être valorisé. Il faut que les compétences que vous avez acquises via une formation certifiante ou diplômante, il faut que ces compétences, cette expertise, elles soient mises en œuvre au sein de votre service. Donc, le DU d'hygiène, mais vous n'en servez pas, eh ben, il ne sera pas comptabilisé. Le DU de soins palliatifs, qui n'est pas mis en œuvre au sein de votre service, c'est pareil, il ne sera pas comptabilisé. Il faut vraiment que le diplôme obtenu, il corresponde à votre emploi occupé. Vous travaillez en chirurgie, vous êtes infirmière, vous avez un DU de plaie cicatrisation, vous êtes tout à fait légitime à réclamer le CR compétences puisque ça rentre parfaitement dans votre fiche de poste et c'est une plus-value pour la prise en charge du patient. Donc, même si cet ECR est octroyé en fonction des missions et des responsabilités, comme je vous l'ai dit, le salarié peut tout de même aller voir l'employeur et dire, ben voilà, moi j'ai le projet d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Je souhaiterais, dans le cadre du projet médical d'établissement, du projet de mon service, bénéficier d'une formation certifiante et ou diplômante et mettre à profit les connaissances pour avoir le CR en contrepartie. Donc, Fabien ? Ce qui est important, je pense, et ça va être le CR, je pense, qui va être le plus discuté dans les entreprises, puisque certains vont se dire, mais moi j'ai une compétence, comment je la fais évaluer par rapport à ma direction, etc. Et c'est là que nos délégués syndicaux sur le terrain et nos représentants du personnel vont avoir du boulot, puisqu'il va falloir bien sectoriser. Alors peut-être sur la diapo d'avant, Norbert, ce qui est important, ce que disait Anne, c'est que c'est une formation complémentaire spécialisée, mais pas nécessairement certifiante. On prend l'exemple de l'IAO, un aide-soignant ou une infirmière qui passe une formation d'IAO, infirmière d'accueil et d'orientation au niveau des urgences. Avant, elle n'était pas valorisée. Demain, grâce à cette CR compétences, elle va être valorisée. Je prends un aide-soignant, l'autre jour qu'on discutait, qui est responsable hygiène dans son service de médecine, qui gère l'arrivée d'échanges pour les patients, qui gère le suivi d'hygiène, etc. Demain, on va pouvoir le valoriser. On parlait tout à l'heure des secrétaires d'admission qui font aussi la gestion des plannings. Tout ça peuvent rentrer dans les ECR compétences et devront être valorisés. Alors, forcément, il va y avoir au début. J'ai vu ma DRH il n'y a pas très longtemps quand j'ai un échange avec elle. Pour eux, c'est un peu la panique à bord parce qu'ils découvrent aussi cet avenant. Donc, d'ailleurs, beaucoup nous regardent pour essayer de s'appréhender le mieux possible l'avenant 33 et se disent mais comment on va les passer, etc. L'idée, c'est quoi? C'est que ces avenants, ces ECR, Anne l'a peut-être dit, on va le redire, sont cumulatifs et donc vont pouvoir aller valoriser tout ce que vous faites dans l'entreprise. Et puis, s'il y a un blocage, si les négociations sont au point d'arrêt où l'employeur ne veut rien entendre, on vous en expliquera tout à l'heure sur les commissions de recours, sur l'interpellation en CPPNI, etc. Mais c'est vraiment une avancée, ce CR compétences. Mais il n'y a pas de secret, ça va être le plus discuté dans les entreprises parce qu'il va falloir, on va en reparler tout à l'heure, négocier les accords, etc. Qui sont soumis à la valeur du point. Et donc, c'est là où il y a le plus d'interprétations possibles. Sur ce TCR compétences, vous allez être accompagné, la fédération va vous accompagner, vos syndicats départementaux aussi. Et en tout cas, on va pouvoir justifier, c'était bien, la définition est bien là, un poste occupé à la demande de l'employeur qui permette une plus grande autonomie et un relationnel accru. On prend les centres thermaux, un aide-soignant ou un agent d'accueil aujourd'hui dans les centres thermaux accompagnait avec le relationnel, sécurisait les patients qui venaient faire leur cure thermale. Et ben demain, cette mission complémentaire sera valorisée dans un ECR compétences. Et c'est là qu'on va avoir un peu de boulot parce que d'un côté, on va nous dire non, surtout pas en ECR compétences, on laisse une prime. Mais vous avez bien compris que dès que vous le montez en ECR, ça fait un pourcentage du Herman. Comme le disait Norbert, et il a 100 points, il va pouvoir devenir négociateur. Vous bougez le Herman, vous bougez l'ensemble des ECR et donc une valorisation plus importante pour l'ensemble des salariés. Typiquement, le faisant fonction, ce serait un ECR compétences.
toutes les personnes qui faisant fonction, donc faisant fonction de responsable, faisant fonction de gestion des plannings, faisant fonction infirmière bloc opératoire, typiquement, ça rentrerait dans des ECR. J'utilise le conditionnel parce que ça va faire partie également de la négociation que vous aurez en local. Et une négociation, ça veut dire la volonté de trouver un consensus. Voilà, alors on a quelques infos comme quoi la connexion est un tout petit peu juste, donc on vous demande d'être un peu indulgent. Le replay sera de toute façon de qualité, donc soyez patients, ça va se rétablir, je pense. Je redonne la parole à Anne. Alors, on va revisiter les chiffres et puis on va aller voir les exemples. Oui, tout à fait. Anne. Alors, contrairement à l'expérience et à l'ancienneté, l'ECR compétence est un ECR qui peut être temporaire. Et dès lors que vous avez la mission ou la responsabilité complémentaire, c'est bon. Après, il faut quand même que ce soit exercé, ça c'est dans l'accord, pour une durée minimum de 2 mois. Typiquement, cette clause, ça peut être une piste de négociation dans vos entreprises. On peut avoir un ECR compétence parce que, par exemple, on a un avenant de contrat, je remplace la cadre pendant ses congés d'été, pendant 3 semaines, j'ai un avenant de contrat. Même si ce n'est pas pour une durée minimum de 2 mois, vous seriez légitime d'aller voir votre DRH et de lui demander un ECR compétence. Mais ça reste, contrairement à l'expérience et à l'ancienneté, du temporaire. C'est-à-dire que vous arrêtez votre emploi occupé, vous allez dans un autre emploi ou un autre service qui ne nécessite pas de compétences particulières. En plus de celles que vous avez, l'ECR, il est potentiellement retirable. Tout se négocie. Fabien ? Alors une fois qu'Anne vous a fait peur sur le temporaire, mais c'est important quand même de le dire, puisque effectivement si pendant une période de vacances, etc., vous remplacez, vous êtes légitime. Ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai mon ECR, il est cumulable jusqu'à 3 par niveau d'emploi. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas, on prend par exemple l'animateur cuisinier à 2,5%, c'est le premier ECR, je peux en cumuler jusqu'à 3 au niveau de ma compétence. Donc je suis cuisinier, après je suis responsable de la salle, je suis responsable de l'arrivée j'ai n'importe quoi, des fruits et des légumes, et je m'excuse aux cuisiniers si ça n'existe pas, je suis responsable de la chaîne froid, etc. Je peux cumuler ces ECR, donc ça vient un pourcentage en plus de mon Herman de base. Et vous l'avez compris, le but du jeu du début de cette négo, qui a été au début un non jusqu'au 18 octobre avec une belle mobilisation, c'est qu'on vient de faire un pourcentage sur le salaire de base pour toujours augmenter l'ensemble des rémunérations. Donc ça, c'est quand même important. C'est un changement de méthode, c'est-à-dire qu'on perd la valeur du point, le coefficient, mais on vient, ce que je disais tout à l'heure, valoriser vraiment et cibler les cœurs de métier, des agents administratifs, des aides-soignants, etc., des agents hôteliers qui aujourd'hui, quand ça allait bien, on donnait une petite prime pour que vous restiez, et puis la prime, bon an, mal an, au bout d'un moment, elle s'en va, on ne sait pas pourquoi, et puis ça ne bouge pas et je reste au SMIC tout au long de ma vie. Donc je vous propose qu'on passe aux exemples pour bien comprendre. On a passé un peu de temps, il nous reste encore le CR activité, mais c'est un gros webinaire, le numéro 2, parce qu'on rentre vraiment dans de la technique, dans des explications. J'espère que c'est le plus clair possible. Alors, les exemples, je redonne la parole à Anne. Donc, on suit toujours la même aide-soignante qui a aujourd'hui en plus la mission de gérer la commande de pharmacie, ce qui lui fait un ECR en plus. Donc 3,5% de son Herman qui est à 24 700, soit 72 € approximativement brut par mois en plus. À cela vient s'ajouter donc ses 12 ans d'expérience et ses 4 ans d'ancienneté, ce qui au total va lui faire quasiment 290 € brut par mois en plus de son Herman. Parce que l'ancienneté, l'expérience et la compétence sont des ECR qui sont cumulatifs. Alors sur l'expérience de l'infirmière. L'infirmière,
Donc l'infirmière de 5 ans d'expérience, 4 ans d'ancienneté, a pour mission l'encadrement et la référence des stagiaires. ECR en plus à 4,5% de son Herman, ce qui lui fait 112,50 € par mois, soit une augmentation de 275 € brut en plus en fonction de sa situation. Et puis la sage-femme. Donc la sage-femme, référente maternity, référente allaitement, elle est à un ECR à 4,5%, ce qui lui fait quasiment 126 € par mois. Et comme elle a 7 ans d'expérience, 5 ans d'ancienneté, on est à 322 € de plus par mois que son Herman, qui est déjà à 33 600. Voilà pour les exemples, pour illustrer l'ECR compétences. On avait eu beaucoup de questions aussi sur les listes. C'est quoi? Est-ce que vous pourriez nous donner une liste d'ECR compétences? Alors aujourd'hui, il n'y a aucune liste qui est exhaustive. En fait, les ECR compétences, ils vont être à établir en fonction des fiches de poste, des avenants de contrat, des responsabilités, de l'exercice spécifique à un service, des diplômes universitaires, des pratiques, des usages de vos établissements. Cet avenant 33, il a l'air complexe, il l'est certes, mais en fait, il ouvre vraiment tout le champ des possibles. Tout est négociable dans cet avenant 33. Vous ne pourrez qu'aller plus haut dans vos négociations que ce qu'il y a aujourd'hui sur le papier. Très bien, donc on passe au quatrième et dernier ECR, l'ECR activité. Alors, l'ECR activité, il valorise l'expertise métier que le salarié a développée dans son emploi, mais également les conditions particulières, donc le secteur ou le service déterminé, dans lesquels le salarié doit exercer son emploi. Réanimation, unité de soins continus, bloc obstétrical. Les ECR activités peuvent résulter soit des financements affectés par les pouvoirs publics, typiquement la prime de soins critiques, ou rémunérés par l'employeur si ces ECR activités sont prévues par accord de branche, comme la prime d'exercice médical pour les sages-femmes. Le versement se fait mensuellement et se poursuit tant que le salarié occupe l'emploi, occupé. Enfin, oui, occupe l'emploi, quoi. Voilà. Bah oui, c'est redondant sinon. Donc on peut regarder on vous a mis les exemples, enfin du moins la liste entre guillemets actuelle, hein, de choses qui sont financées par les pouvoirs publics et qui doivent être intégrées quel que soit le secteur d'activité de tel ou tel métier. Donc Anne, peut-être de manière exhaustive, ou Fabien. Ouais, Fabien. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que quand on a fait le tour quand même des adhérents et des syndicats, dans l'ancienne convention collective, tout était mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait les pouvoirs publics qui donnaient des subventions, mais finalement nos délégués syndicaux ne savaient pas trop ce qui était financé par les pouvoirs publics ou pas, ce qui relevait des groupes. Alors je vois les questions, oui mais les groupes vont être financés, etc., ils ne vont rien devoir payer. Donc on voulait quelque chose quand même de lisible et le plus clair possible. C'est pour ça qu'on l'a séparé, on a proposé un ECR activité d'un côté et l'ECR compétences. Donc tout ce, comme disait Anne, tout ce qui est soumis au pouvoir public. Dans le sanitaire, la prime urgence qui a été donnée, la prime d'exercice médical des sages-femmes qui, je rappelle, a été signée par la CFDT et c'est la CFDT qui a obtenu la prime d'exercice médical sage-femme puisque personne n'en voulait. Donc on a été les deux organisations syndicales avec l'UNSA pour la signer. Et puis la prime soins critiques a été étendue il y a très peu de temps aux aides-soignants et d'autres professionnels. Donc tout ça, financement, ça vient directement dans l'ECR activité. Médico-social, prime ASG, prévention des risques. Donc la grande question qui revient souvent, c'est pourquoi, comme dans le public, on n'a pas une prime grand âge. Pour l'instant, sur l'accord de branche, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que dans vos établissements, et là on va voir si vous avez suivi, vous pouvez la mettre en place et du coup ça peut rentrer dans un ECR compétences. Le thermalisme, la même chose. Tout ce qui était thermalisme, c'était sanctuarisé dans une enveloppe globale. Tout le monde s'y perdait. Donc aujourd'hui, vous aurez bien d'un côté tout ce qui est financé par le pouvoir public en disant à l'employeur « Hey Coco, là, le financement, il est là. Donc nous, on veut avoir en NAO la juste revalorisation pour les salariés et ça sera beaucoup plus lisible et clair pour l'ensemble. » C'est pour ça que la CFDT a demandé à séparer l'ensemble des ECR pour ne pas tout regrouper et qu'on nous dise encore
il n'y a pas d'argent, c'est compliqué pour tout le monde, on ne peut rien verser. Voilà, une petite précision pour ce que vous avez à l'écran. Je ne sais pas si c'est très lisible en fonction de la connexion que chacun a. Il y a des sanitaires médico-social, c'est exprimé en brut mensuel. Le thermalisme, c'est exprimé en brut annuel. Voilà. Donc effectivement, voilà un ECR qui va permettre de bien isoler ce qui vient de financement extérieur. Et puis, Fabien l'a déjà sous-entendu, on en reparlera en détail, surtout dans le webinaire 3, mais probablement à la fin de celui-ci. C'est des outils qui sont créés aussi pour vous faciliter et vous permettre les négociations locales. Donc, on en reparlera. Fabien, d'autres choses? Non, on va passer aux exemples peut-être. Anne, c'est bien. Ça va être bien les exemples. Voilà. Alors, Anne, on reprend nos exemples, on en était à l'ASD. L'aide-soignante qui travaille en réanimation, elle a la prime de soins critiques qui est de 129 € par mois, ce qui va lui faire, avec ses 12 ans d'expérience, ses 4 ans d'ancienneté, son ECR compétences, un revenu mensuel, on va parler en mensuel de 416,46 € en plus de son Herman. L'infirmière qui travaille elle aussi en unité de soins continus, elle va toucher cette prime de 129 €. Donc elle qui a déjà 5 ans d'expérience, 4 ans d'ancienneté et un ECR compétence, ça va lui faire une moyenne de 404 € brut en plus par mois. Et la sage-femme avec la prime d'exercice médical qui a 7 ans d'expérience, 5 ans d'ancienneté et son un ECR compétence, elle va être à 708 € par mois en plus de son Herman. Et peut-être, l'écran est parfait, et peut-être quand on a mis le plus, certains nous ont dit c'est pas possible, qu'est-ce que vous nous racontez, ça peut pas être du plus. Là on le voit bien dans les exemples qu'il y a le salaire minimum par métier, le Herman, avec je rappelle le Ségur sécurisé, c'est-à-dire qu'il est intégré dans le salaire de base, on ne pourra plus vous l'enlever. On rajoute l'ancienneté, on rajoute l'expérience, on rajoute l'activité, on rajoute la compétence. Attention, la compétence, on l'a dit, 3 niveaux possibles. Donc là, c'est le minimum qu'on a donné avec un exemple d'une compétence, mais ça peut aller jusqu'à 3 compétences. Après, on va passer aux suggestions. Et c'est pour ça que c'était un peu lisible pour nous de vous faire ça, puisqu'il y a les suggestions, primes de nuit, etc. Et puis, on discutera après des NA locales qui vont venir en plus. Donc, quand on met du plus à la CFDT, on sait de quoi on parle. En tout cas, le schéma qui était proposé par la CFDT, c'était celui-là, pour pouvoir valoriser au maximum l'ensemble de la rémunération qu'on va appeler RAC, revenu annuel conventionnel. Donc sur l'ensemble de l'année, vous aurez ce schéma-là demain dans vos entreprises. Alors, on va revenir, Fabien, sur, vous le voyez là sur la diapo, la synthèse des 4 exemples pour regarder ce que ça représente. Donc, on va les passer en revue, ça nous permettra peut-être après d'aller sur des questions. Pour fermer ce chapitre des ECR, il faut qu'on vous parle, parce que c'est dans l'avenant 33, des indemnités de spécialisation. Anne. Oui, tout à fait. Le contexte national fait que le métier d'infirmier spécialisé est actuellement en tension, avec une pénurie de personnel importante. Et donc, il a été convenu de mettre en place un dispositif permettant un gain de rémunération supplémentaire lorsque l'infirmier obtenait une spécialisation via un diplôme. Donc, il n'y a pas 36 spécialisations pour un infirmier, c'est bloc opératoire, c'est anesthésie ou c'est puériculture. La spécialisation obtenue entraîne automatiquement un changement d'emploi, puisqu'on passe dans un emploi différent. Et ce dispositif, il garantit une augmentation de 2% par rapport à la rémunération de l'emploi occupé avant. Et si ce n'est pas le cas, une indemnité de spécialisation équivalente devra être mise en place par l'employeur. On parle bien d'obtention de diplôme d'État. Donc, tous les gens qui font faisant fonction, ça rentrera, comme on le disait précédemment, dans les ECR compétences. Voilà, voilà, on l'a mis un petit peu en couleur à part parce que c'est un chapitre à part et on l'a vu, ça, il est spécifique. Alors, pour fermer ce chapitre des ECR, on a pris le temps de chacun les visiter, de vous montrer comment ils étaient calculés et d'illustrer. Voilà ce que ça donne
Si on fait la synthèse, Anne, je te redonne la parole. Peut-être, bon, on a tout vu hein, déjà, mais ça permet de les avoir sous les yeux. Et là, c'est proportionnel. Voilà, c'est ça. Et on voit bien en fait le gain qu'il y a avec le CR expérience et le CR ancienneté pour l'ASH. C'est ça, l'ASH, on avait fait exprès, entre guillemets, pour illustrer en exemple, de ne pas mettre de compétences d'activité. Voilà. Donc ça peut arriver, mais on le voit, on l'a vu par exemple pour l'ASD. Cette fois-ci, on a les 4 ECR. Les 4 ECR confondus, donc on voit bien que là, c'est une belle augmentation par mois en plus. En termes de pourcentage, je ne sais pas, on doit être à 10-15%. Sur l'infirmière? Sur l'infirmière, c'est pareil. C'est important comment dire, votre situation professionnelle, elle est importante. Il faut la défendre et il faut savoir ce que vous valez. Et va falloir aller défendre ce que vous valez et pour obtenir des bonnes compensations en ECR. Et puis on termine par la sage-femme. La sage-femme, voilà, 7 ans d'expérience, 5 ans d'ancienneté référente et une prime d'exercice médical. Voilà, on a terminé ce chapitre sur les ECR. On a encore deux points à voir, mais c'est le gros morceau du webinaire 2. On va peut-être regarder quelques questions-réponses. Hein. Alors, on vous redit, on ne traitera sûrement pas tout. On va les garder évidemment et on se chargera d'y répondre, soit dans le groupe Facebook, soit dans la discussion du webinaire, où on en parlera lors d'une tournée. Enfin bref, on a largement l'occasion de se voir et de se croiser. Donc, je vais entamer par peut-être une première question qu'on avait. Alors, c'était les questions, une petite question peut-être anecdotique, mais quoique, de Mathieu. C'était les questions qui ont été posées lors du webinaire 1. Donc, on les a gardées puisque ça concernait plutôt des choses aujourd'hui. Le prochain webinaire étant consacré aux ECR, j'ai une question. Est-ce que les mandats d'élus CSE et UDS seront considérés comme des ECR? Ça, c'est pour Fabien. Alors, peut-être que tu peux nous voilà. Eh bien Mathieu, grande question qu'on a posée longuement pendant ces négociations. Bon, déjà ce qui était compliqué, c'est cette classification et rémunération, et on a un chapitre dialogue social qui doit arriver en négociation dans les prochains mois, où effectivement on va parler des mandats, on va parler des heures de droit syndical, parce que pour rappel, à chaque fois que vous venez en réunion dans vos syndicats départementaux, en général c'est sur des journées ou pas statutaires qui sont sur vos heures de délégation. Donc on a un gros chapitre dialogue social afin qu'on puisse vous donner du temps à chacun de vous. Après, le chapitre délégué syndical, détaché à un pourcentage d'heures de délégation, ne doit pas pénaliser le salarié. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait détaché, je dis n'importe quoi, à 100%, il ne devrait pas pénalisé de sa fonction et ça fait partie du droit syndical. Par contre, aujourd'hui dans le texte, ils n'ont pas voulu inclure pour l'instant ce périmètre. Mais moi, j'invite tous les délégués de syndicaux de France, de Navarre jusqu'à la Réunion d'aller défendre leur bout de beefsteak aussi, parce que vous allez aller défendre l'ensemble des salariés, mais si vous avez des heures de délégation détachées qui vous empêchent finalement d'exercer votre CR compétence dont vous devriez bénéficier, bien sûr qu'il faut que vous le valorisiez et que vous l'obteniez. Maintenant, cette question, elle est très sensible. On l'a déjà dit aux organisations patronales avec la présence du ministère, la dernière CNPPNI. C'est quelque chose qu'on va aborder dans le droit syndical et dans le chapitre accord dialogue social. Donc un petit peu de patience. C'est prévu sur l'année 2023. On attaque la prévoyance dans quelques semaines. Là, on va présenter le premier projet demain. Et donc, le droit syndical fait partie des négociations à venir. Mais d'ores et déjà, même si dans l'accord, il n'est pas stipulé pour les délégués syndicaux ou représentants syndicaux, je vous invite fortement à vous rapprocher de votre DRH. Et en général, une DRH qui ferait de la discrimination syndicale parce que vous êtes détaché à 60, 30, 60% de votre temps pour les salariés, ne va pas trop aller s'amuser à vous rabaisser par rapport aux autres collègues qui exercent dans le service. Voilà.
Merci Fabien. Alors, on a une question que je vous affiche à l'écran de Sandra qui dit si une mission est accomplie et que l'ECR correspondant n'est pas attribué, peut-on refuser de remplir cette fonction? Si une mission est accomplie et que l'ECR correspondant n'est pas attribué, est-ce qu'on peut refuser de... Alors, Fabien? C'est toujours pareil. Aujourd'hui, il n'y avait rien qui était cadré. C'est-à-dire que je faisais une mission qui était acceptée par mon employeur. Sandrine, est-ce que tu acceptes de faire, on va reprendre la gestion des plannings, aujourd'hui on est dans la gestion des plannings. La gestion des plannings, vous dites oui. Et puis, vous demandez peut-être une augmentation salariale à côté ou une prime. Demain, cette prime, ça va devenir un ECR compétence. Si votre employeur vous dit, écoutez Sandrine, non, votre mission complémentaire, nous on ne va pas la rémunérer, etc. Si ce n'est pas signé dans votre avenant ou dans votre contrat de travail ou un avenant, vous faites référence à votre contrat de travail et à votre fiche de poste. Si elle n'est pas dans la fiche de poste, l'employeur va bien être embêté. Maintenant, on va essayer de parler de réalité de terrain. Aujourd'hui, dans 70% des cas, les services ferment par manque de personnel. Moi, je viens de Nantes. Le CHU de Nantes propose des gardes supplémentaires à un tarif 2 fois plus élevé que le privé lucratif. Et donc, le privé est bien obligé de se mettre à niveau s'il veut garder ses soignants, s'il veut garder ses agents administratifs. Donc, ils sont plus dans la recherche d'attractivité que finalement encore pénaliser les salariés. Mais donc, pour être tout à fait clair, mon contrat de travail, mon avenant, ma fiche de poste, la mission supplémentaire n'est pas dedans, mon employeur refuse de la rémunérer comme ECR compétence, effectivement, j'ai le droit de lui dire, écoutez, je ne continue pas cette mission complémentaire. Je ne pense pas que ça va être les cas à la marge parce que je ne pense pas qu'ils sont dans une dimension avec des chirurgiens qui peuvent plus opérer, avec des patients et des recettes en moins, dans le manque de personnel. Ils sont plutôt dans une solution de trouver des salariés et essayer de voir comment ils peuvent augmenter effectivement ces rémunérations pour pouvoir garder leurs salariés. Puisque comme on l'avait dit dès le début, le marché de la concurrence vient de s'ouvrir. On a signé le 15 mars, c'est-à-dire qu'il y a déjà des exemples de quelques établissements qui appliquent l'avenant 33 avant les conditions des financements, on en parlera tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que ça va être appliqué dans des structures comme Ramsay et Elsan, ils vont essayer d'aller plus loin que les copains pour pouvoir piquer les salariés et pouvoir opérer et faire surtout rapporter de l'argent à leurs actionnaires qui dirigent les groupes et les établissements aujourd'hui sur le marché du lucratif. Voilà, alors merci Fabien, on a une question de Santé Atlantique. Bonjour, pour rentrer dans le vif, le tutorat permet-il de bénéficier d'un ECR compétence? Alors, question peut-être piège, on va voir. C'est Anne qui est préposée à répondre, je crois. Alors, le tutorat. Alors, en fait, comme le disait Fabien, rien n'est cadré aujourd'hui dans notre branche. C'est qu'on va être amené à encadrer, à former. Est-ce que le tutorat rentre ou non dans un ECR compétence? J'ai envie de dire oui et non. J'ai le non parce que en tant qu'infirmière, je vais prendre l'exemple parce que je suis infirmière et donc dans notre décret de compétences, dans notre décret d'activité, l'encadrement, la transmission et le tutorat fait partie de nos compétences qu'on doit déjà avoir acquis pour exercer. Et j'ai envie de dire quand même aussi, quelque part, oui, ça pourrait être un ECR compétence, puisque c'est quand même en plus de notre travail. Si, admettons, je vais peut-être extrapoler, mais si on est détaché afin de faire du tutorat pour les nouveaux arrivants, pour les stagiaires, si on est référent tutorat, là j'ai envie de dire oui, effectivement, ça pourrait être dans l'ECR compétence. Mais c'est la juste balance à trouver entre, attention, j'ai quand même j'ai un diplôme, j'ai un décret d'activité, j'ai un décret de compétences, je dois être en mesure de fournir ces compétences, de fournir ces connaissances, de les mettre à profit pour les autres. Mais suivant le cadre dans lequel c'est exercé, on peut négocier un ECR compétence. Fabien, alors on en a pas mal de questions. Ouais, mais rapidement, et puis parce que moi je parle toujours beaucoup, il a raison Norbert, mais pour le tutorat, à côté de ça, il y a quand même le dispositif de l'accord formation professionnelle qui a été signé, qu'on doit renégocier
peut-être une nuit en fin d'année, mais en tout cas, il y a déjà la formation de tuteur existe déjà dans notre convention collective avec cet accord de branche. Et donc, quand on est tuteur identifié, formé, etc., quand on est soignant tuteur ou infirmier tuteur, on a déjà une fonction de tuteur. Mais effectivement, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que cette prime qu'on a aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne, il faut la mettre forcément dans un ECR compétences pour pouvoir avoir un gap par rapport à aujourd'hui et en monter en fonction du Herman. Donc tout va se jouer dans cette négociation-là. Merci. Alors, on a une question sur l'ECR expérience alors, il faut que je vous l'affiche. Stéphane Garec, qu'on connaît bien, l'évolution de l'ECR expérience est-elle impactée par les absences, maladies ou autres? Alors, faudrait reprendre l'accord. Mais Anne, donc oui, sur est-ce que voilà, les absences, est-ce que les ECR sont impactés, Fabien ou Anne? je dirais alors il y a des dispositions, effectivement, pour tout vous dire, je n'ai pas l'accord sous les yeux, donc je ne pourrais pas. Dans ton prési, on peut le mettre l'accord? Oui, on pourra y répondre après coup. On pourra y répondre après coup. Pour être sûr de vous donner une réponse très précise. Ce qui avait été défini, hein, de toute façon, mais merci Stéphane pour cette jolie question piège, il nous en fallait bien une. C'est très bien, c'était à nous de réviser. Non, pour le coup, il y a des dispositions spécifiques entre l'arrêt maladie, la suspension de contrat, le congé parental. Donc effectivement, il y a des dispositions spécifiques dans l'accord, mais on vous le remettra ligne par ligne pour ne pas dire de bêtises et ne pas s'aventurer sur des fausses informations. En tout cas, on n'est pas un syndicat qui en donne nom. Voilà, et vous avez la preuve qu'on est vraiment en direct, qu'on n'a pas bidonné les réponses ni les questions. Alors, peut-être d'autres questions qui nous permettent, on va essayer de passer un temps raisonnable pour ne pas trop vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, vous en avez déjà posé beaucoup. Je peux peut-être répondre à le temps que tu cherches, Norbert. Oui. Il y avait une question sur la reprise d'expérience en cas de reclassement d'emploi. Et donc, en fait, l'avenant 33, au niveau de l'article 8, à la fin, il traite ce cas. Et il est précisé qu'en cas de changement d'emploi, la valorisation de l'expérience professionnelle calculée sur la Herman du nouvel emploi se substituera à la valorisation de la précédente expérience professionnelle, calculée elle aussi sur la Herman de l'ancien emploi, conformément à la grille afférente prévue à l'annexe E. Donc ainsi, l'expérience dans le nouvel emploi repart à zéro, puisqu'on est dans un nouvel emploi et qu'on démarre à zéro. Mais même si le texte ne parle pas de maintien de salaire, il semble, pour nous comme pour les employeurs, évident que les établissements procéderont ainsi, comme tel est le cas de toute façon aujourd'hui. Vous ne pouvez pas perdre de salaire, comme l'a dit Fabien. Donc, si vous êtes reclassé dans un autre emploi et que l'expérience n'est pas reprise, il y aura quand même le maintien de salaire, de toute évidence. Merci Anne. Alors oui, c'est la question que je cherchais là, que je vous affiche à l'écran, une longue question de Stéphane, c'est pas Stéphane Garec, c'est un autre Stéphane. Sera-t-il possible de bénéficier de l'ECR expérience en plus de l'ancienneté pour les salariés déjà en place lors de la transposition en 2024? Exemple, une comptable BTP qui est déjà embauchée depuis 2 ans. Alors, ah oui, ils ont des questions pointues, hein, ceux qui nous suivent, et ils sont nombreux. Alors, Fabien? Oui. Alors, donc, si je comprends bien, une comptable BTP embauchée depuis 2 ans peut-elle bénéficier de l'ECR expérience? La réponse est oui. La réponse, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'est cumulable. La comptable BTP qui est là depuis 2 ans, on va lui reprendre effectivement son expérience à sa date d'arrivée de contrat. La question attenante peut-être, c'était justement sur ces ECR, ces primes d'expérience, ancienneté. Est-ce qu'elles sont à négocier en NAO pendant l'accord de transposition? Donc là, on vous a dit, on est en négociation, on y retourne le 30 mai en CNPPNI pour finaliser l'accord national de transposition.
Une fois que cet accord va être signé, et on en parlera au webinaire 3, il va être envoyé à l'ensemble des employeurs avec le texte et l'avenant réglementaire pour que ce soit mis en place dans nos structures. Ce qui est déjà prévu, c'est qu'il y a une information qui sera faite dans l'ensemble des CSE dans les établissements où il n'y aurait pas de délégués syndicaux. Après, j'ai envie de vous dire, ça sera dans l'accord de transposition, sera négocié directement auprès de votre entreprise pour la mise en place le 1er janvier 2024. Mais on sait aussi que certains vont vouloir le négocier dans la NAO pour aller beaucoup plus loin que l'accord conventionnel, puisqu'on rappelle la jambe droite, l'accord conventionnel, la jambe gauche, la politique salariale de l'entreprise. Et à côté de ça, il va falloir effectivement dans ces NAO négocier une augmentation du Herman, des ECR compétences, activités, etc. Donc tout est à faire évoluer dans les différentes entreprises. C'est pour ça qu'on a un texte quand même qui est haut de base pour que vous puissiez que gagner. Et tout est cumulatif. Donc oui, cette comptable qui vient d'arriver il y a 2 ans, si elle est devenue dans 2 ans à la date d'application, il faut lui demander son ECR expérience des 2 ans d'arrivée. Merci beaucoup. Alors voilà, on a pris un échantillon un peu arbitraire en fonction, parce que vous en avez laissé une quarantaine déjà d'interactions, donc c'est beaucoup. On vous propose de continuer, de terminer notre présentation, puisqu'on a fait un petit focus sur les questions autour des ECR. Et puis de toute façon, on reviendra répondre dans un deuxième temps des choses c'est ce qui est intéressant, qui va nous permettre aussi d'améliorer les choses. Alors, peut-être Anne, en attendant que je remette à l'écran les choses, sur la suite du webinaire. Alors, on passe aux suggestions spéciales. C'est ça. Alors, je te laisse présenter. Hop. Donc, contrairement aux ECR, qui est une grosse partie nouvelle de l'accord, concernant les suggestions spéciales, elles ne changent pas. On est toujours dans les mêmes conditions prévues que la convention collective. On entend par suggestion spéciale donc le travail de nuit, de dimanche, de jours fériés et toutes les astreintes et déplacements sur astreinte. Aujourd'hui, les dimanches et jours fériés, il y a 2 distinguos à faire. Le sanitaire avec la FHP, le médico-social avec le SINERPA. L'avenant 31, qui a modifié l'article 82 de notre convention collective, est uniquement pour la FHP. Demain, l'avenant 33 sera pour tout le monde, et le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Les termes de rémunération sont les mêmes. Donc, on est à 15% du taux horaire. Mais, en fait, il y a une différence. C'est qu'avant, ça va s'afficher sur l'écran. Voilà, donc avenant 31, 15% du taux horaire pour le travail de nuit, 0,60 points par heure pour les travails de dimanche et jours fériés. Pour le SINERPA, c'est la convention, donc on est à 10% et on est à 0,40 points par heure pour les dimanches et jours fériés. Demain, avec l'avenant 33, ce sera la même rémunération pour tous. Donc, ce sera 15% du salaire horaire pour le travail de nuit. Le salaire horaire, ce sera, c'est équivalent à 33,74% du Herman 2 divisé par 1820 heures sur l'année. Et pour tout le monde, que ce soit le SINERPA, que ce soit la FHP. On aurait pu dire qu'il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Effectivement, on est dans les mêmes termes, les mêmes conditions d'application, sauf qu'on n'est pas sur le même taux horaire. Demain, on sera sur le Herman 2. Ça veut dire qu'il est déjà nettement plus élevé que celui d'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y aura une augmentation. Et à chaque fois que le Herman 2 bougera, les suggestions bougeront également. Donc, ça veut dire quand même que le montant de ces différentes indemnités a évolué également. Concernant les astreintes et les déplacements sur astreinte, on reste exactement dans les mêmes conditions. 1/3 du salaire en astreinte et du taux horaire, excusez-moi, et 200% du taux horaire en cas de déplacement. Mais pareil,
taux horaire qui est sur le Herman 2 et pas sur celui actuellement de l'avenant 31. Merci. Alors, on vous a proposé des exemples. L'exemple, c'est pour une nuit de 12 heures. Voilà ce que ça représente avec l'avenant 33. Tout à fait. On n'a pas fait de comparatif avec ce qui se fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les points établissements sont tellement nombreux qu'on aurait pu prendre avec le point FHP, enfin le point FHP et SINERPA aujourd'hui, mais voilà, on voulait vraiment du concret. Donc une ASH pour la nuit, elle touchera 23 €, l'aide-soignante 24 €, l'infirmière quasiment 30 et la sage-femme 33 €. Oui, on a marqué CR Activité, vous avez remarqué qu'on est bien dans les suggestions spéciales. Tout à fait. Une petite coquille, on dit. Voilà, elle est corrigée. Qui nous parle des spécificités sur le secteur thermal? Fabien ou... Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'exception faite donc, du travail de nuit, les dimanches et jours fériés qui vont se caler, les dispositions actuellement en vigueur dans le secteur thermal se poursuivent dans les mêmes conditions et sont seules applicables. Pourquoi? On en parlait tout à l'heure rapidement. L'accord de fusion du thermalisme avec le SINERPA, donc de la branche, aura lieu à date à mars 2024. Donc ça veut dire qu'il va venir épouser l'ensemble de la convention collective et donc sera aux mêmes dispositions que l'ensemble de la convention collective. Donc effectivement, il y a encore un petit décalage avec le secteur thermal qui va se résoudre dans les prochains mois. On avait dit à Norbert dès le début, quand on a commencé les travaux il y a maintenant plus de 2 ans, qu'on ne laisserait personne au bord de la route. Et donc on retourne en négociation avec Jean-François Pochelu qui nous regarde et qui est négociateur national le 29, donc pour continuer à ce que le thermalisme rejoigne l'ensemble des chapitres de la convention collective. Voilà. Je vais juste, excuse-moi Norbert, faire une petite aparté. Toutes ces indemnités ne se cumulent pas avec les mêmes indemnités ayant le même objet versé dans l'entreprise. Cela signifie que seules les mesures dont le montant est le plus élevé s'appliquent. Si au sein de votre entreprise, vous avez négocié 40% du taux horaire pour les astreintes, 220% pour les déplacements, les termes restent les mêmes. C'est plus favorable pour vous dans la négociation de votre accord de transpo. Pour le coup, les indemnités qui sont faites au niveau de la branche, vous serez toujours plus. Donc, c'est celle qui est le plus favorable pour le salarié qui s'applique. Merci pour cette précision, Fabien. Et je rebondis peut-être sur une question, Norbert, que je vois passer, c'est est-ce que du coup tous nos accords doivent être dénoncés? La grande question, et là, je pense que la crainte est là. On sait que certains syndicats un peu rouges font peur à tout le monde et envoient beaucoup de tracts dans tous les sens. L'accord d'entreprise, il peut être dénoncé par l'employeur ou par l'organisation syndicale signataire. Quand on dénonce un accord d'entreprise, ça veut dire qu'on a 15 mois pour le renégocier. Vous prenez un groupe comme Ramsay Santé, on en discutait avec la direction France l'autre jour. 15 mois. 15 mois. J'ai dit 15 ans? 15 ans. Ah, 15 ans, c'est bien. C'est bien 15 ans. 15 ans, j'aurai quelques cheveux blancs dans 15 ans. Mais l'idée, c'est que vous avez 15 mois pour le renégocier, puisqu'il est indexé sur la valeur du poids, le coefficient, il faut le renégocier. Maintenant, pas de crainte. Je veux dire, concrètement, je prends Ramsay Santé, il y a tellement d'accords d'entreprise sur les valeurs du point qu'il y a dans certaines cliniques, ça va aller plus vite que d'autres dans l'avenant 33. Après, comme dit Anne, ce que vous avez négocié qui est plus favorable aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas attendu les employeurs 20 ans que la FHP et le SINERPA se mettent au boulot pour avoir une politique salariale dans l'entreprise, tout ne va pas s'écrouler le 1er janvier et on ne va pas aller dénoncer tous vos accords. On se rappelle aussi, quelqu'un qui dénoncerait des accords plus favorables dans les entreprises, la CFDT, on l'a montré le 18 octobre, on s'est sifflé dans un sifflet, on l'a montré aux retraites depuis combien? 14 semaines, 15 semaines, 16 semaines, on sait quand il faut se mettre dans la rue. Donc on a un panel de négociations ou de revendications à porter si jamais ça bloque. Donc pas de crainte sur les accords d'entreprise. Ce qui a été négocié et qui est appliqué aujourd'hui, vu la difficulté de recrutement, on voit très mal un employeur revenir en arrière. Merci Fabien. Et en fait, tu nous parles déjà du webinaire 3, puisque c'est effectivement comme ça qu'on l'a imaginé. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis à distance,
pour à la fois vous parler des éléments de transposition. On devrait, au niveau de la branche, être un peu plus avancé, un peu plus informé. Et puis, on parlera en détail de ces questions, de négociation locale, de comment est-ce qu'on va passer de l'un à l'autre. Là, on vous a expliqué comment s'applique l'avenant 33, mais vous avez bien compris qu'il y a tout un tas d'éléments locaux, d'éléments de groupe qu'il faudra intégrer avec cette nouvelle architecture qui est très intéressante pour négocier. Mais une négociation, voilà, on ne sait jamais à l'avance ce qui va tomber. On peut toujours critiquer ce qu'il y avait, mais voilà, nous, vous nous connaissez à la CFDT, on se met en marche avec vous pour négocier et pour obtenir toujours plus. Alors, je pense que la transition est pas mal, puisqu'on va parler de la commission de suivi, qui est aussi un élément de l'avenant 33. Anne? Oui, tout à fait. Il nous paraissait très important de pouvoir avoir un suivi de l'application de cet avenant qui chamboule quand même entièrement toute l'architecture des classifications et de la rémunération qui en découle. Donc du coup, les organisations syndicales ont négocié la mise en place d'une commission de suivi destinée à faire le bilan d'application de l'avenant de classification de rémunération et de proposer, donc si nécessaire, des adaptations au dit avenant. Bon, la commission sera composée de 3 représentants par OS signataire, OS organisation syndicale, plus les représentants patronaux, et on se réunira minima 2 fois par an avec, si besoin, des réunions extraordinaires. Fabien, sur cette commission de suivi? Oui, puisque je voyais une question passer, à ne pas confondre. Donc, commission de suivi, comme dit Anne, c'est-à-dire qu'on se remet autour de la table, on fait le point de la mise en place de l'accord, s'il est bien mis en place partout, où il y a des problématiques. Maintenant, à ne pas confondre avec la commission mixte paritaire d'interprétation. On y reviendra dans le webinaire 3, ça sera au menu du jour. Ça veut dire que si on a un blocage dans l'entreprise et que votre employeur ne veut pas accéder à votre demande, etc., et que c'est justifié, vous pouvez saisir le syndicat départemental pour que ça passe en commission et qu'on puisse donner un avis d'interprétation. Donc, on est très clair, on y reviendra sur le webinaire 3. Vous avez des moyens qu'on va vous mettre à disposition pour effectivement contester si jamais l'accord qui est appliqué dans votre entreprise ne respecterait pas les dispositifs prévus, et je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns. Merci Fabien. Voilà, donc voilà pour la commission de suivi. On a bien compris que c'est quelque chose de supplémentaire qui a été négocié dans l'avenant 33. Et vous avez aussi compris tout l'intérêt que dès le webinaire 1, on vous incite à adhérer, on vous incite à nous suivre, on vous incite à ce que la CFDT fonctionne le mieux possible en va-et-vient, parce qu'on s'est donné tous les outils pour que les remontées de terrain que vous allez nous faire permettent d'ajuster et d'améliorer toujours les choses. On va terminer justement, puisqu'on approche la pratique syndicale là, sur le dernier chapitre qu'on voulait vous aborder au webinaire 2, c'est le simulateur CFDT de paie. Alors, de paye. Ouais. Donc, Fabien? Alors, j'en parle, mais ceux qui ont beaucoup travaillé, c'est Norbert et Anne pendant quelques heures quand même. Donc, effectivement, vous n'aurez pas être ce simulateur de paye. On sait qu'il y en a déjà un qui est lancé, mais qui est déjà erroné puisqu'il n'y a pas toutes les informations dedans. Et on avait dit dès le début que les 2 premières années d'application, dès que le SMIC augmenterait de manière automatique, même si on n'a pas le droit d'automatiser, les premiers niveaux suivraient, vous savez, les 6 premiers niveaux suivraient. Donc l'idée c'est que là, je fais juste une petite parenthèse, au mois de mai, on a eu déjà une augmentation du SMIC, on nous annonce une autre en octobre. Il faut savoir que la CFDT a déjà fait une saisine officielle auprès des chambres employeurs. Ils vont nous donner réponse le 30 mai prochain pour augmenter les niveaux, puisque il est hors de question d'avoir des niveaux infra-SMIC. Et pour les niveaux infra-SMIC, et comme le dit Anne, le ministère financera ou financera pas cet accord qu'à condition que les employeurs tiennent l'engagement de maintenant avoir des niveaux toujours au-dessus du SMIC, et donc la disparition du revenu annuel garanti qui était pour certains un 13e mois, c'est-à-dire qu'on payait les salariés en dessous le SMIC et à la fin de l'année on leur redonnait une prime pour respecter les textes légaux. Donc
ce simulateur, on en est un peu fier parce que ça sera réservé aux adhérents. Et on a fait déjà un point sur les adhésions, mais on pourra le refaire, qui explose dans le lucratif depuis 2 ans. Donc, avec vos identifiants sur votre espace adhérent, vous retrouvez d'ailleurs toutes les informations de l'avenant 33. Vous aurez besoin de votre dernier bulletin de paye et le bulletin de paye du mois de décembre, puisque c'est là où vous avez votre revenu fiscal déclarable et votre revenu annuel. Et on aura besoin de ces éléments-là dans le simulateur. Voilà. Voilà, oui, l'idée, Fabien, oui, c'est ce que vous voyez là dans les webinaires qu'on vous présente, nos supports, on les retrouvera, et ça va être ça la cohérence, dans le simulateur avec, comme l'a présenté Anne, eh ben, en fonction de votre situation, vous renseignerez, eh ben, le Herman plus tous les ECR vont s'afficher, se calculer automatiquement, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et puis évidemment, vous aurez aussi, mais c'est pour ça qu'on vous demande de prendre vos bulletins de paye sous les yeux pour le remplir, vous pourrez remplir votre situation actuelle, y compris les rémunérations locales, enfin ce qu'on appelle locales, vous avez compris, qui relèvent des négociations locales ou des négociations de groupe. Vous pourrez les renseigner et on verra effectivement ce que ça a comme conséquence sur la nouvelle rémunération. Donc ça va ressembler de très près, vous verrez, à ce que vous avez vu aujourd'hui. Anne. Oui, et justement, pour compléter ce que dit Norbert, on a beaucoup eu de questions sur le Facebook. Est-ce que vous pourriez me calculer ma rémunération? J'ai tant d'expérience, j'ai tant d'ancienneté, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, le simulateur, il n'est pas sorti, mais vous êtes tout à fait capable de faire ces calculs par vous-même. Vous imaginez bien qu'on ne va pas répondre individuellement à chaque demande, mais prenez l'avenant 33, vos responsabilités, votre expérience, votre ancienneté, calculez par vous-même approximativement. Et puis, on y reviendra dans le webinaire 3, mais il y a toutes ces primes établissements qui ne rentreront pas dans les ECR. Donc, typiquement, ce sera des primes qui seront rajoutées. Rajoutez-les parce qu'elles ne disparaîtront pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne feront pas partie d'ECR compétences ou d'activités qu'elles vont disparaître, ces primes. Donc, rajoutez-les à votre rémunération et comme ça, vous aurez un global annuel que vous pourrez transformer en mensuel. Voilà, donc ce simulateur, vous avez compris qu'à l'horizon, alors on va vous en reparler de juin-juillet, on aura le webinaire 3. On va se donner à tous quelques vacances. Donc on vous propose de caler ce simulateur pour début septembre. On fera peut-être un webinaire spécifique pour vous faire la démonstration, vous montrer comment l'utiliser. Donner envie aussi effectivement à ceux qui n'ont pas leur numéro d'adhérent d'adhérer à la CFDT aussi. Donc courant septembre. Et puis on va vous dire ce qu'on a déjà en tête, même si j'espère que ce ne sera pas un mauvais teasing, mais les webinaires 4 et 5, nous on a bien envie d'en faire. Et pourquoi pas aller vous rencontrer, aller rencontrer une section, aller rencontrer un groupe dans vos établissements où vous avez attaqué cette transposition, ces renégociations pour qu'avec un cas particulier, on regarde ce que ça donne, comme vient de le dire Anne, les négociations locales ne vont pas disparaître, donc on ira voir les endroits où ça n'a pas disparu et on vous montrera en réel ce que la négociation de l'avenant 33 plus les négociations locales que vous allez faire, ce que ça donne comme delta de paye. Donc c'est ça nos idées. Voilà. Fabien, ça te donne envie de commenter ce que j'ai dit, hein. C'est toujours plein d'entrain, Norbert, et on en est content, ça nous motive. Non, comme tu le dis, il y a effectivement, pourquoi septembre? Certains nous disent, oui, c'est trop tard, on a déjà reçu un tableau, mais finalement, on ne sait pas trop. Parce qu'on l'avait dit la première fois, et la question ne m'avait pas énervé, mais un peu des fois quand même, c'est qu'on veut quelque chose de fiable et que vous puissiez utiliser dans le temps. On a un peu de temps avant l'application du 1er janvier et surtout d'avoir des données calibrées et évolutives. C'est-à-dire que demain, bim, j'ai une prime d'État qui tombe sur les soins généraux, et ben on pourra l'intégrer directement dans ce simulateur et vous aurez quelque chose à jour d'évolutive et fiable.
La deuxième chose, c'est comme le dit Norbert, on va déployer la tournée fédérale. Donc je crois que le trail de la tournée fédérale devrait sortir sous quelques heures. Vous allez retrouver toutes les dates en région. Je vous invite à vous y inscrire via votre syndicat départemental, puisqu'on se déplace directement dans chaque région, expliquer en présentiel cet avenant. On y passe la journée ensemble, on échange avec vos questions, etc. Et c'est souvent plus simple en présentiel qu'à distanciel. Et puis effectivement, la troisième versant, ce qu'on avait imaginé, on va aller rencontrer des établissements. C'est déjà prévu chez Corian, c'est déjà prévu chez Vivalto, chez Elsan. On est assez sollicité. Pourquoi? Puisqu'on va venir directement, pour ceux qui nous demandent, dans les sections, dans les établissements, faire un point avec vous et puis vous apporter des conseils, etc. pour négocier au mieux cet avenant 33 et le transposer le plus facilement possible. Je finirai par deux choses. On a obtenu récemment un courrier paritaire qui va partir aux plus de 300 salariés de la branche pour expliquer ce nouveau dispositif de mise en place. Et deuxième chose, un guide paritaire va sortir dans les prochaines semaines logiquement. On espère avant l'été pour aider notamment les employeurs à mettre le système en place, mais vous également. Et comme on s'était engagé au niveau de la fédération, on est sur la fin de la rédaction du guide pratique négociation DS avenant 33. Donc tout ce qu'il y a dans le webinaire, toutes les illustrations, tous les schémas, vous allez pouvoir les retrouver dans un document qu'on va vous transmettre via vos syndicats départementaux. Et donc vous aurez quand même ce guide pour vous aider à la compréhension du texte et à la transposition. Et bien sûr, à la fin du guide, c'est pas marrant, vous aurez une adresse mail ou deux pour répondre s'il y a des questions qui arrivent et que vos syndicats départementaux sollicitent la fédération. Donc on a quand même un gros panel de déploiement, ce qu'on s'était engagé à faire. On va tenir les délais et puis en avant Guingamp, comme dirait ma grand-mère. Voilà, on vous affiche à l'écran le tract qui va effectivement sortir très prochainement avec la fameuse tournée 33 tours et déjà les dates. Alors, vous avez vu qu'on a commencé déjà en Bretagne, voilà, et dès la semaine prochaine en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie. Voilà, donc ça c'est la tournée dont on vient de parler. Fabien, vous retrouverez toutes les informations sur le site tout public, tout le temps la même adresse, voilà, où vous avez trouvé les webinaires. Et puis évidemment, on vous mettra ça sur le groupe Facebook. Alors, on va passer à vos questions cette fois-ci et je vais… alors, question un petit peu… je vais revenir sur le fil de vos questions parce qu'avec les écrans, on ne peut pas tout suivre en même temps, mais on va s'adapter. Je vous propose qu'on reste encore quelques minutes ensemble, hein, ça fait déjà 1h30, c'est déjà un bon webinaire, on le savait. Une question de Rachel qui dit que dans l'article 9, page 10 de l'accord, on va le lire ensemble, stipule que la structure de rémunération annuelle conventionnelle, la RAC, Fabien vous en a parlé, ne s'impose pas aux entreprises de la branche qui peuvent appliquer une autre structure de rémunération pour leurs salariés, en s'assurant néanmoins, et c'est souligné, que la rémunération effective du salarié soit au moins égale au montant de la rémunération annuelle conventionnelle RAC. Donc, ce texte, alors on prend le temps de tout lire, c'est ce qui est écrit dans l'avenant 33, donc aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'un employeur pourrait ne pas appliquer l'avenant 33, mais il faudra que ça soit au moins aussi bien. Fabien, tu nous réexpliques ça? Alors, je ne sais pas qui est Rachel et d'où elle vient, mais je vois que certains l'ont lu avec attention et ça fait plaisir. Donc, l'article, me le demande pas, je suis mauvais élève. En tout cas, Rachel, je vais te répondre. Je ne sais pas de quelle structure tu es concrètement. La loi ne l'autorise pas, le ministère du Travail n'impose pas de mettre en place la structure de la rémunération. La structure, c'est quoi? C'est, on a dit, le Herman, les ECR, les suggestions existent déjà, etc., etc. Donc la structure est libre à chaque employeur. Mais ça voudrait dire que mon employeur qui ne met pas en place l'avenant 33 avec mon Herman par niveau, avec mes ECR, et voudrait rester à une valeur du point, comme aujourd'hui avec un coefficient, serait obligé chaque année ne pourrait s'affranchir de chaque année du calcul du montant minimum de tout salarié qui serait en droit de l'exiger. En gros, je suis à 7,26, je suis au coefficient 343, je fais des missions complémentaires comme mes collègues